Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur Canada International. 3 informations majeures à développer dans ce journal. Crise centrafricaine, le rapatriement des Camerounais se poursuit. À suivre dans ce journal, l'intervention du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a donné un point de presse il y a quelques minutes à l'aéroport international de Douala. Rappelons que dans ce rapatriement, les femmes, les enfants et les malades sont prioritaires. À suivre également dans ce journal, l'Assemblée nationale, les députés de la Nation ont planché ce jour sur la question foncière. Ils ont échangé avec les chefs traditionnels. Et puis en Afrique du Sud, Nelson Mandela sera inhumé demain à Gounou, le village qu'il a vu naître. Sa dépouille s'y trouve déjà. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous l'annoncions en titre « Rapatriement de nos compatriotes ». Quelques-uns ont déjà regagné les familles, d'autres sont arrivés hier. Une vague est arrivée hier, une autre est arrivée ce jour. Ces Camerounais qui étaient installés en République centrafricaine, déstabilisés, ont été, sur instruction du président de la République, ont regagné leur famille. Alex Lembe, vous étiez au bas de la passerelle de cet avion de la compagnie nationale qui transportait ces Camerounais. Il est 23h12 ce vendredi lorsque le jet atterrit à l'aéroport international de Douala avec à son bord 326 Camerounais, en majorité des enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades et des paralytiques d'obédience musulmane pour la plupart. Ce choix a été fait à dessein par les autorités camerounaises vu la grave situation qui prévaut actuellement à Bangui. Reçus par Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral, venus les accueillir, ils magnifieront leur patriotisme. Non, je me sens très bien parce que vu tout ce qu'il y a vu à Centrafrique, vraiment, ici au Cameroun, je me sens très bien. Avec tout ce qu'il a fait pour nous, Dieu merci. Et également avec M. le Président, il nous a sauvé la vie. Logé au quartier Sika 1 par l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, le plus du millier de Camerounais venus demander secours étaient déjà face à une promiscuité sans pareille où des maladies et autres épidémies s'annonçaient déjà. Nous souffrons beaucoup, on a manqué ce qu'on devait manger, il n'y a rien à manger. Les gens se refugent dans les champs passés par là. Donc il y a assez, nous sommes assez de rester à Bangui, donc on ne veut plus rester à Bangui parce que Bangui c'est un pays de la guerre, qu'il n'y a pas la paix, chacun fait ce qu'il veut dans le pays là. Il ne serait donc pas superflu de rappeler que cette action est une initiative du président de la République Paul Biya, menée de main de maître par Joseph Betty Assomo, gouverneur de la région du littoral. Rappelons que plusieurs autres Camerounais ont rejoint le Bercail en journée. Ils sont 516 Camerounais à avoir regagné leur famille après avoir été identifiés et encadrés. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a donné un point de presse il y a quelques minutes à l'aéroport international de Douala. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par lui, Roger Noager et Luther Ndjemo. Au deuxième jour du pont aérien, puisqu'il faut appeler ainsi cette opération, nous avons encadré 2 rotations de la compagnie nationale Camerco, Douala, Bangui, Bangui, Douala. Hier vendredi, le 13 décembre 2013, le Boeing 767, appelé le JA Camerco, a ramené de Bangui 326 compatriotes. C'était en majorité des enfants et des femmes, plus quelques adultes. Le 737 a effectué une deuxième rotation ce jour, samedi 14 décembre 2013, et a ramené 190 compatriotes. Donc, le total des 2 rotations fait donc 516 compatriotes rapatriés au Cameroun.
Les intéressés ont été accueillis par la cellule de crise que nous avons mise en place hier matin. Ils ont été formellement et individuellement identifiés. Une fiche a été ouverte à cet effet par les services spécialisés en charge de l'immigration. Ils ont été encadrés de bout en bout. Après l'identification, chacun a déclaré la destination où il désirait se rendre. Nous avons organisé leur transport par voie terrestre de Douala aux diverses régions du pays. Il faut préciser que les 3/5 des compatriotes rapatriés ont déclaré vouloir se rendre dans les 3 régions septentrionales du pays. Mais il convient de dire qu'ils sont originaires pratiquement des 10 régions. Puisque d'autres se sont rendus à Bamenda, d'autres vont à Bertois, d'autres à Yaoundé. Il y en a qui restent ici à Douala, certains vont à Limbe, il y en a qui vont à Bolova, à Ayos, ainsi de suite. Ils sont arrivés à Douala et en assez bon état physique dans l'ensemble, puisque 3 cas de diarrhée seulement ont été pris en charge, plus le cas de cette dame qui est entrée prématurément en travail et qui a été conduite immédiatement hier soir dans un hôpital de la place pour accoucher. Et les choses seraient bien passées de ce côté-là. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau de l'opération, le pont aérien, que nous pouvons appeler pont Paul Biya, puisque c'est le chef de l'État qui a personnellement ordonné, n'est-ce pas, ce mouvement. Nous vous l'annoncions en titre Assemblée nationale. Les députés étaient réunis ce jour dans le cadre d'une session plénière. La question foncière était au centre des échanges entre ces élus du peuple et les chefs traditionnels. Service Nana pour les détails. La loi domaniale et foncière du Cameroun a 39 ans. Les élus de la nation à l'Assemblée nationale pensent qu'elle est vieille, cette loi, et répond péniblement aux aspirations de développement de ce moment. Pour cela, il faut ouvrir des discussions. Le réseau des parlementaires sur la protection des forêts a entamé les discussions. Première cible, les chefs traditionnels, premiers gardiens des terrains. Pour réforme devrait concéder et faire des concessions par le gouvernement d'un certain espace de terres culturelles, de terres traditionnelles aux chefferies traditionnels. Et ces communautés devraient gérer ces terres-là. Le système de gouvernance foncière doit urgemment être révisé. Le Centre pour l'environnement et le développement, bras séculier de ce projet aux côtés des députés, précise qu'en installant en novembre dernier les membres du comité de pilotage et de suivi du projet de réalisation du cadastre national, eh bien les choses doivent avancer. C'est eux qui se plaignent le plus de tous les problèmes de gestion des terres, de tous les conflits, parce que c'est à eux de gérer les conflits fonciers. Donc on s'est dit, c'est important de travailler avec les principaux concernés. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il était utile de travailler avec les chefs traditionnels. Une semaine du foncier, axée sur la terre pour les populations rurales au Cameroun, est une priorité. Cette sensibilisation vaut son pesant d'or. Cette pression est un peu plus accentuée avec des nouveaux besoins en termes d'investissement agricole. Vous savez, avec l'agriculture de seconde génération, il faut des espaces un peu plus grands. Où est-ce qu'on va les trouver? Avec le développement de l'activité minière, il faut aussi des espaces, sans oublier qu'auparavant, avant l'intervention de toutes ces préoccupations, il y avait déjà l'occupation des terres par les populations et les unités forestières qui étaient déjà aménagées. L'enjeu est clair, construire la propriété sur la base du droit coutumier. De la région du centre pour nous rendre dans la région du sud-ouest, plus précisément dans le département de la Magno, à la commune de Tinto, qui après l'installation de l'exécutif communal a voté son budget qui s'élève à 287 millions de francs CFA. Une somme qui permettra de désenclaver cette commune qui n'a ni eau, ni électricité et ni route. Inès Danielsop pour les détails. C'est avec une enveloppe budgétaire de 287 745 000 francs CFA que la commune de Tinto fonctionnera en 2014. La somme a été unanimement adoptée par le maire et ses conseillers municipaux, tous réunis en session budgétaire. Une enveloppe financière qui permettra de relever le niveau de vie des populations de l'arrondissement de Opa-Bayan. Je suis content parce que
les conseillers ont été à la hauteur de leurs tâches. En plus, vous savez que le budget, c'est une estimation. Je les ai invités, n'est-ce pas, de retrousser les manches pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on recouvre les revenus qu'on va exécuter le projet. Parmi les projets prioritaires de la commune de Tinto en 2014, la réhabilitation du réseau routier des pistes rurales, l'aménagement des espaces marchands, la construction et l'équipement des centres de santé et des salles de classe, l'acquisition du matériel didactique à offrir aux élèves des écoles de l'arrondissement de Haut-Pabayan. Autre réalisation mentionnée en lettres d'or dans l'agenda 2014 du maire Baté Épée Robert Ouben et son équipe, l'électrification rurale et l'approvisionnement en eau potable, le tout pour le bien-être des populations. Le budget de 2014 de la commune de Tinto permettra également d'entreprendre les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville en état déplorable, mais aussi l'acquisition d'un véhicule 4x4 pour faciliter le mouvement des agents communaux. Mariage collectif, 150 couples ont officialisé leur union ce jour à Douala, au quartier Newbel, après avoir vécu en union libre pendant 15 ans pour certains et 20 ans pour d'autres. Une action qui vise à protéger les droits des femmes et des enfants. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à travers sa délégation régionale pour le littoral. Les détails avec vous, Mariam Oulouman, Guy Photo. Mariama, 60 ans, et Mahama, 117 ans, se sont dit oui ce samedi au centre multifonctionnel des jeunes de Newbel à Douala. Je suis très heureux aujourd'hui. J'ai reçu ce papier qui atteste que mon couple est désormais légal. C'est ma troisième femme. Après 17 ans de vie commune, je remercie Dieu. Je suis très content. Je suis heureux. Ça va. Comme eux, 154 couples ont rompu avec l'union libre pour épouser l'union légale. Ça fait 45 ans que je vis en couple. Aujourd'hui, je suis marié. L'initiative de la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral vise à promouvoir la famille en officialisant la vie à deux. Et ceci va donc dans le sens de promouvoir la cohésion sociale dans les familles, la stabilité, la sécurisation même des liens familiaux et surtout de la femme et des enfants. Parce que nous avons constaté que la plupart des enfants issus des unions libres sont sans acte de naissance. Ces enfants grandissent sans acte de naissance et lorsque le moment se pose d'inscrire l'enfant à l'école, on se rend compte que ce document très important n'existe pas. À travers la signature officielle de l'acte de mariage, ici devant l'officier d'état civil, chaque couple a témoigné devant famille, amis et curieux de son engagement solennel. De quoi protéger les droits des femmes et des enfants. Des mariages collectifs qui sont de plus en plus organisés sur l'ensemble du territoire national du fait que les Camerounais vivent de plus en plus en union libre. Un autre phénomène qui devrait attirer l'attention du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, c'est ce phénomène d'abandon et de rejet d'enfants. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda plus précisément, un bébé âgé de 6 mois de sexe féminin a été retrouvé dans la broussaille puis conduit dans un centre hospitalier par une âme de bonne volonté et cet enfant aurait été abandonné par sa génitrice. Les Pigeons, Annie Collins. Cette petite fille d'environ 6 mois s'appellera désormais Bébé Army Rescue, le bébé de l'armée. Ce nom lui a été attribué par l'équipe médicale de l'hôpital régional de Bamenda. La petite a été retrouvée près d'une rivière à Tamoukrou, non loin de Bamenda 2, sauvagement piquée par des fourmis. Les élèves qui ont fait la découverte ont immédiatement alerté la police. Bébé Army Rescue a été conduite à l'hôpital pour des soins. L'enfant est venu ici par Army Rescue. On a découvert l'enfant à Tamoulo. On est venu avec l'enfant environ, ça fait peut-être 30 minutes. Bon, cliniquement, l'enfant va bien, mais on va faire les examens pour voir si l'enfant, peut-être il y a un autre problème ou non. Certaines personnes de bonne volonté ont commencé à fournir à ce bout de chou de l'argent pour sa nourriture et d'autres promettent de lui apporter des vêtements.
Parlons de toute autre chose dans ce journal. Fête de fin d'année à quelques jours de la célébration. Bonne nouvelle pour les consommateurs. Il n'y aura pas de pénurie d'huile végétale sur les marchés camerounais. L'annonce a été faite ce jour du côté de Yaoundé. Les détails avec vous, Arlé Debo-Andébé et André Marindia. Alerte à la commercialisation des huiles végétales hors normes dans le marché. Les raffineurs des oléagineux du Cameroun attirent l'attention du public. Il s'agit simplement de s'assurer que sur son étiquette, il y a le logo de la fortification qui a été validé par le Comité national de pilotage de la fortification, conduit par le ministre de la Santé. Devant la presse, Jackie Kemle Chapgou rassure en cette période de fête fin d'année, le marché local sera approvisionné en ce qui concerne les huiles végétales raffinées et le savon de ménage en quantité suffisante. L'élément fondamental, c'est la disponibilité de la matière première. Et à l'heure où nous sommes, elle est disponible. Lorsqu'elle est disponible, nous sommes sûrs, parce que nous ne relevons pas nos prix, comme je l'ai dit depuis 5 ans, que les spéculateurs n'auront pas l'opportunité de pouvoir élever les prix au regard de la pénurie qui pourrait sévir due au manque de la matière première. Sur la brouille entre les opérateurs de ce secteur et le gouvernement, quant à l'ouverture des portes à l'importation, l'orateur s'est voulu clair, le malentendu a été dissipé. Le palais transactionnel, voyez-vous, venait en violation de la décision du ministre lui-même, qui fixe vraiment le prix de la taxation des huiles végétales importées. Je crois qu'il n'y a plus de problème sur la question. La filière des oléagineux se porte bien. Elle envisage même soutenir les petits planteurs pour pouvoir garantir la disponibilité de la matière première en vue de sa transformation sur le plan local et limiter les importations, souvent source de fuites et de pertes de capitaux. Le combat des maladies phytosanitaires se poursuit dans le département d'Unkam à Yabassi plus précisément. C'est à travers le projet d'appui à la lutte antifongique de la filière cacao-café. Les détails avec vous, Maria Moulouman et David Jonti. Les producteurs de cacao et de café de la ville de Yabassi engagés dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Soutenu par le projet d'appui à la lutte antifongique dans ces filières, l'atelier de 2 jours vise à parfaire la protection phytosanitaire des vergers. À l'issue de cet atelier, les populations du département d'Unkam en particulier et de la région du littoral qui pratiquent donc la culture du cacao et du café seront davantage bien suivis par ces vulgarisateurs. Afin de mieux s'imprégner des techniques d'identification et de lutte des périodes de pullulation de peste, une simulation est organisée. Nous allons quand même montrer comment il faut manipuler, comment il faut conseiller les producteurs à utiliser les appareils que nous mettons à leur disposition, à savoir les atomiseurs qui ne sont pas à la portée de tout le monde, qui sont des appareils pas facilement manipulables. À terme, il est question de combattre les maladies telles la pourriture brune, l'anthracnose et la rouille. Nous pourrons faire un suivi permanent des activités du PALAF 2C sur le terrain dans l'espoir de faire accroître la production. Ces séminaires ateliers comptent couvrir une partie des bassins de production dans les régions du centre, est, littoral et nord-ouest Cameroun. Un mot en éducation dans ce journal. Les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Douala ont montré leur savoir-faire à travers des réalisations dans lesquelles ils emploient des techniques innovantes qui visent à booster le rendement de leurs différentes créations. C'est à l'occasion de leur semaine scientifique. Robert Chalitok, Robéo Nanko. C'était un moment d'échange d'expériences, de partage et de divertissement pour les étudiants de la faculté des sciences de l'université de Douala. La semaine des sciences de cette faculté était l'occasion pour ces jeunes porteurs de projets de faire valoir leur génie, à l'instar de ce panneau solaire rotatif conçu par le club physique qui dégage une particularité visant à booster son rendement. Ces plaques solaires, elles sont stables. Ça veut dire qu'elles ont une position fixe. Bon, l'innovation que nous on va apporter, c'est quoi? C'est de rendre cette plaque amovible et déplaçable. Parce qu'en principe, pour avoir un grand rendement,
on a besoin que les rayons solaires frappent sur la plaque perpendiculairement. Mais lorsque la plaque est stable, dû au fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire qu'à un certain moment, les rayons solaires ne seront plus perpendiculaires à notre plaque. La filière géologie, à travers ses analyses des minerais, fait montre de sa détermination à détecter le meilleur des ressources nouvelles. Nous avons par exemple des dispositifs qui nous permettent de réaliser la porosité, de déterminer la porosité et la perméabilité des sols, qui nous permettent en géotechnique de pouvoir construire notre bâtiment à l'endroit idéal. Nous avons des microscopes qui nous permettent de déterminer les minerais qui sont dans des roches afin de pouvoir comprendre quelle est la constitution du matériau initial. Mais pour y parvenir à des résultats encore plus meilleurs, il faudrait investir dans la recherche fondamentale pour la culture et la préparation de la relève scientifique afin d'encourager la compétitivité par l'innovation. Parlons à présent des obsèques du chef Deido. Les Deido ont dit au revoir ce samedi à leur chef, Sa Majesté Essaka Ekwala, décédé il y a plusieurs semaines. Des obsèques officielles ont été organisées non loin des berges du Vouri. Le King Deido a été à titre posthume élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Lui, Roger Noager pour le compte rendu. C'est au nom du président de la République que le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka Deido Gaston Emmanuel, décédé le 25 septembre 2013 des suites de maladie. Monsieur Gaston Claude Emmanuel Essaka Ekwala Essaka Deido, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre de la valeur à titre posthume. L'hommage d'adieu rendu au King Deido ce samedi 14 décembre, proche des berges du Vouri, a mobilisé tous les chefs des cantons Sawa, les autorités administratives et religieuses. Des différentes allocutions, on retiendra que Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka Deido Gaston Emmanuel fut un sage, un rusé, une figure énigmatique et emblématique, une éminente autorité traditionnelle du peuple Sawa, un des plus anciens souverains du Ngondo. Au moment où nous nous apprêtons à le conduire à sa dernière demeure, je voudrais dire à Sa Majesté Essaka Ekwala Essaka l'engagement de la République à promouvoir la paix, à promouvoir la tolérance, à promouvoir le respect de la diversité des cultures et des traditions qu'il nous laisse en héritage, des valeurs qu'il a su incarner et qui sont essentielles, qui sont incontournables pour l'accomplissement du destin du Cameroun. Personne avisée et consultée, De Gaulle, comme on l'appelait affectueusement chez les Sawan, a été conduit dans la stricte intimité au repos éternel. Rendons-nous en Afrique du Sud, à Gounou plus précisément, où les autorités s'y trouvent déjà pour prendre part demain à l'inhumation de Nelson Mandela. Gounou, c'est le village qui a vu naître le héros de l'anti-apartheid. D'ailleurs, sa dépouille s'y trouve déjà. Les récits de faits avec nos confrères d'ITV. Il est 13h30 lorsque l'Hercule C-130 qui transporte la dépouille de Nelson Mandela atterrit sur le petit aéroport de Mtata. Porté par des vétérans de la branche armée de l'ANC, l'icône mondiale de la réconciliation entame son dernier voyage. Entre l'aéroport et Gounou, son village natal, où il sera enterré demain, une trentaine de kilomètres. Une route au bord de laquelle la foule s'est massée dès l'aube pour un ultime au revoir. Je suis triste, mais d'un autre côté, je suis contente. Il a fait tellement de choses pour nous, les enfants d'Afrique du Sud. On lui en est reconnaissant. Pour moi, c'est sûr, il va aller au paradis. Dieu accueille les meilleurs d'entre nous au paradis. Quelques heures plus tôt à Pretoria, c'est sa famille politique qui lui a rendu un ultime hommage. Sur le cercueil, le drapeau de l'Afrique du Sud a laissé place aux couleurs de l'ANC, la bannière sous laquelle Nelson Mandela a mené tous ses combats.
Autour de sa veuve Graça Machel et de son ex-femme Winnie Mandela, l'état-major de l'ANC est là. Les anciens compagnons de lutte du Parti communiste et du syndicat COSATU aussi. Nous voulons te dire, Madiba, pars en paix, Tata. Tu as rempli ton rôle. Tu as apporté ta pierre à l'édifice. La page des hommages officiels est désormais tournée. Demain, Nelson Mandela sera inhumé chez lui, auprès de ses parents et de 3 de ses enfants. Une cérémonie traditionnelle à laquelle seule sa famille et plusieurs dizaines de dignitaires pourront assister. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que se referme ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il est 20h. Passez une agréable soirée en compagnie des programmes du Canada International.